l'émission Sciences de Toxin. Alexandre Pugnal d'Aproval. Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de Toxin, votre émission scientifique sur Toxin Plus. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Yves Dupont. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Yves Dupont, à l'occasion de la sortie de son livre L'empreinte de Dieu dans le monde quantique chez Guy Trédaniel, éditeur, que je vous montre à l'instant. Alors Yves Dupont, vous êtes docteur en physique théorique, agrégé de physique, ancien professeur, j'apprends que vous prenez votre retraite aujourd'hui, on a la fin de l'année scolaire. Vous étiez donc professeur en classe préparatoire à Stanislas, on peut le dire, aux grandes écoles, et vous êtes normalien également. Et donc j'ai le grand plaisir de vous recevoir pour ce livre, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Donc on va faire un petit saut vers cette physique des particules élémentaires, cette physique du monde microscopique et aller de l'infiniment petit peut-être vers l'infiniment grand, de la physique à la métaphysique, de l'élémentaire au tout et de la particule à Dieu, si vous le voulez bien. Parce que on a compris votre démarche, mais vous allez nous l'expliquer, c'est-à-dire de partir du réel, de la physique dure en quelque sorte, qui pour vous est tout aussi réel, mais à ce qui peut parfois échapper à la connaissance humaine la plus élémentaire. Mais la physique quantique, justement, est-ce aussi élémentaire? Parce qu'on parle de petites particules, on parle d'infiniment petit, de microscopique. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que c'est? On sait que c'est très compliqué, qu'on a du mal à l'appréhender, cette physique quantique. Parfois qu'elle est mise un peu à toutes les sauces dans notre société contemporaine. Voilà, on sait que c'est difficile à définir, mais est-ce que vous pouvez nous brosser à grands traits ce que c'est? Oui, c'est d'ailleurs l'occasion de dire que ce livre n'est pas un traité de physique, donc je parle de la physique quantique pour étayer mon propos, mais c'est abordable et lisible par tout un chacun. Il ne faut pas être spécialiste de physique pour le comprendre, je crois que c'est important de le dire. Oui, c'est très pédagogique, hein. On voit que vous êtes professeur, bien. Que vous êtes enseignant. Il y a d'ailleurs il y a un glossaire qui est très bien fait, avec les définitions des termes. À la fin de chaque chapitre, vous reprenez les éléments qui ont été abordés, vous les résumez, donc c'est très pédagogique. Et j'annonce en guide de lecture que certains paragraphes peut-être plus difficiles, on peut les sauter, et quitte à y revenir ensuite. Alors, donc je ne vais pas vous faire un traité oral de physique quantique. En effet, qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle, fin 19e? On a découvert un certain nombre de propriétés étranges, inhabituelles, en tout cas inconnues en physique classique, du monde élémentaire, des atomes. On ne parlait pas encore très peu de particules à l'époque, mais principalement des atomes. Cette physique s'est élaborée au cours du premier quart du XXe siècle, et 1925 est retenu comme étant le début de la physique quantique bien cadrée. C'est pour ça que l'UNESCO, vous êtes à la pointe de l'actualité, et l'ONU ont décidé que l'année 2025 serait l'année internationale de la physique quantique. Donc ça donne un élément d'actualité. Alors cette physique, quelle est-elle? C'est que en effet, quand on parle d'atomes et de particules, chacun imagine des petits grains de matière qui se promènent dans l'espace. Et en vérité, ça n'est pas... Oui, on a encore cette image héritée peut-être il y a quelques décennies, d'une sorte de système comme ça atomique avec on apprenait avec une sorte de petit soleil à l'école. Bah oui, parce qu'au début c'était le modèle dit planétaire de Rutherford en 1909. Avec effectivement des électrons qui orbitent autour d'un noyau. Alors, il y a une forme de réalité derrière cela, mais ce n'est pas toute la réalité. Et la grande révolution de la physique quantique, elle est principalement due à Louis de Broglie, qui en 1924 fait l'hypothèse, qui a été ensuite avérée expérimentalement, que les particules sont aussi des ondes, qu'elles sont accompagnées d'ondes. Alors, on se dit une onde, qu'est-ce que c'est? On imagine une vague à la surface de la mer, mais c'est totalement antinomique avec une particule. Ça s'étale dans l'espace, alors qu'une particule, c'est totalement ramassé dans l'espace. Toute la physique quantique, toutes les particularités de la physique quantique sont liées à ce côté ondulatoire. Alors l'onde, on peut la calculer par une équation de Schrödinger, qui a été trouvée en 1924-25, et à partir de là, on en déduit un certain nombre de particularités, la quantification, c'est-à-dire que les grandeurs physiques ne peuvent prendre que certaines valeurs. C'est un petit peu comme si votre voiture pouvait rouler à 10-20 km/h, mais pas entre les deux. Ce qui est quand même assez surprenant. Voilà, donc pour bien comprendre, et d'ailleurs c'est ça qui donne son nom à la physique quantique, vous prenez un exemple qui, à mon avis, est parlant.
la voiture qui peut aller à 10 ou 20. C'est-à-dire que la voiture peut aller à 10 km/h, elle peut aller à 20 km/h, mais pour aller de 10 à 20, elle ne prend pas toutes les vitesses de manière continue entre 10 et 20. Elle saute. Donc quand je reçois, ça m'arrive... Il y a une quantité de mouvement d'un coup. Moi, je roule plutôt doucement. Mais si jamais je reçois une amende et qu'on me dit « vous avez été limité à 74 », je dis « impossible ». Puisqu'il y avait le saut entre 70 et 80, personne ne peut mesurer 74 entre les deux. Donc ça, c'est la quantification. Et la quantification, elle est liée à l'onde. Ce qui est lié à l'onde aussi, c'est le côté irréductiblement aléatoire de cette physique, c'est-à-dire que celle-ci permet de donner ce qu'on appelle le catalogue, un ensemble de valeurs possibles, lors d'une mesure par exemple, mais celle-ci ne se réalise qu'avec une certaine probabilité. Et personne ne peut dire, on en reparlera sans doute, d'où vient cette probabilité. Ne peut la justifier, ne peut justifier cet aléatoire a priori. Pour rester sur notre image de la voiture, disons que une particule, c'est une voiture de telle marque. Oui. J'ai ma Mercedes classe A. Je peux rouler à 110, 120, 130 ou 140. J'ai que 4 vitesses autorisées. Et j'ai 10% d'être flashé à 110, 30% d'être flashé à 120. Et c'est tout. Voilà, donc ce sont des pourcentages. Un pourcentage, c'est lié à une statistique. Mais donc, quand un seul flash est fait, personne ne peut dire quelle valeur va être trouvée. C'est ça, l'aléatoire quantique. Mais si je fais 1000 flashs, je sais que je vais avoir tel pourcentage à telle vitesse. Absolument. Si vous faites 1000 flashs, vous aurez 10%, donc 100 à la première vitesse que vous avez indiquée. Tout à fait. Alors ça, c'est le hasard structurel de la physique quantique qui est lié à l'onde. Et puis, il y a le phénomène qui est nouveau, ce qu'Alain Aspect appelle la deuxième révolution quantique. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alain Aspect, prix Nobel. Oui, Alain Aspect, prix Nobel français, absolument. Comme Louis de Broglie d'ailleurs. Mais absolument. Faisons un petit cocorico. 2022, si je ne me trompe, pour une expérience réalisée à la fin en 1982, c'est-à-dire qu'il a fallu 40 ans pour que le jury Nobel se décide à lui donner le prix Nobel avec d'autres physiciens. Et l'intrication, c'est quand même cette chose qui fait que deux particules qui sont interagies en un point donné, ensuite sont corrélées irrémédiablement. Corrélées, ça veut dire, alors je prends l'exemple des bonbons, je crois que c'est assez parlant, j'ai des bonbons qui peuvent être rouges ou bleus. Une spécialité de la physique quantique, c'est aussi la superposition. Je peux superposer un état rouge avec un état bleu. Vous allez me dire, il est violet. Non, il est soit rouge, soit bleu. Alors si je superpose, quel est-il ? Eh bien, ça veut simplement dire que quand je regarde, j'ai une certaine probabilité de trouver rouge et une certaine probabilité de trouver bleu. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est jamais au milieu. C'est jamais au milieu. Et donc, tant qu'il est superposé, tant que je n'ai pas regardé, il est ni rouge ni bleu. Il est ailleurs, en quelque sorte. Et donc, si je prends deux bonbons en état de superposition, qui sont éloignés à des millions de kilomètres, l'intrication quantique nous dit que quand un observateur, mettons sur Sirius, observe... Mais il observe et il voit rouge. Instantanément, on est certain que celui qui est sur Terre verra l'autre bleu. C'est l'intrication. Un lien à vitesse infinie, en quelque sorte, instantané, entre des particules aussi éloignées que l'on veut. Et ça, ça dépasse l'entendement. C'est un premier problème, parce que la physique, elle, non quantique, donc, qui obéit aux lois de la relativité, etc., nous dit... Il y a une vitesse maximale qui est indépassable dans l'univers, c'est la vitesse de la lumière, pour faire simple. Oui. Et donc, je ne peux pas aller plus vite que ça. Or, là, ce que vous nous expliquez, c'est que deux particules distantes de milliers d'années-lumière, si j'en observe une, donc qu'elle se décide pour un état à un moment donné, la particule intriquée avec elle instantanément, au même moment, si ça veut dire quelque chose, se révèle dans son état corrélé. Oui. Sans qu'il y ait eu de transfert d'informations ou d'interactions. À la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, les gens peuvent se demander comment c'est possible. D'où vient cette affaire. Eh bien, c'est une curiosité mathématique. C'est-à-dire que l'état intriqué s'écrit mathématiquement comme une somme de deux états superposés. Et quand on le traite avec le formalisme algébrique de la physique quantique, on obtient le résultat dont nous venons de parler. Simplement,
Ça, on l'observe de manière expérimentale. Alors, je vais y revenir. Simplement, on ne l'explique pas avec les termes usuels des explications en physique. La seule explication possible, c'est de dire, c'est mathématique. Voilà. Cet état, il avait été introduit d'abord par Schrödinger, puis on cite souvent un article de Einstein, Podolsky, Rosen, où ils ont repris cette idée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'observateur sur Sirius, si on lui envoie des salves de bonbons intriqués, il va faire des mesures statistiques, il va observer des successions de rouge et bleu de façon un peu aléatoire. Celui qui est sur Terre va observer de son côté des bleus et des rouges aléatoires. L'un et l'autre vont se dire, après tout, voilà, c'est l'aléatoire quantique usuel. Mais l'observateur que nous sommes, nous, savons que c'est intriqué, et si on y regarde de plus près, on verra que quand celui de Sirius trouve rouge, celui de la Terre trouve bleu, et inversement, et de façon systématique. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation parfaite. Et cette corrélation-là, finalement, a priori, ni l'un ni l'autre des observateurs ne peut la déceler. Il faut un recul, en quelque sorte, pour le voir. Alors, vous me demandez si ça a été observé. C'est ça qui a donné le prix Nobel à Alain Aspect. Voilà, la seconde révolution quantique. Il a monté une expérience à l'université d'Orsay pour sa thèse d'État, qui consistait à prendre des photons intriqués. Les photons sont des particules de lumière. Et alors, il y avait deux objectifs dans cette expérience. D'une part, observer la réalité de l'intrication, et un autre objectif qui était de savoir si la mécanique quantique orthodoxe, en quelque sorte algébrique et mathématisée, a raison, ou si on peut avoir un point de vue plus réaliste. On pourra y revenir. Toujours est-il qu'il a monté une expérience avec une source, c'est grâce au laser qu'on arrive à faire toutes ces expériences, une source qui émet deux photons intriqués. Les photons, ils ont des caractéristiques qu'on peut appeler plus et moins. Quand l'un est plus, l'autre est moins, en l'occurrence, ou l'un est moins et l'autre est plus. Mais, et donc, il a mis des détecteurs, et il fallait des détecteurs à quelques mètres l'un de l'autre. Il fallait qu'il arrive à mesurer la caractéristique d'un photon, puis le jumeau, en quelque sorte, avec un intervalle de temps inférieur à celui que la lumière mettrait pour aller de l'un à l'autre. Ça fait 60 nanosecondes. Donc ça a été une prouesse expérimentale extraordinaire. Il a mis des années à monter de son expérience, à trouver la source, à trouver le protocole expérimental lié à l'électronique ou l'optoélectronique qui permettait de le réaliser, et ça a été un succès total. Donc l'intrication, oui, ça existe. Et alors, ça existe tellement que maintenant, il y a des technologies quantiques qui se basent sur l'intrication, comme la cryptographie, par exemple. Donc ça, je ne vais pas détailler, mais la cryptographie quantique vous permet de finalement de donner une clé à distance par des particules intriquées. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, alors on commence à rentrer un peu dans ce monde quantique, oui. Mais on le voit tout de suite, c'est absolument vertigineux dès qu'on se penche sur cette matière, parce que déjà, c'est une intrication qui semble aller contre toutes les lois les plus élémentaires de la physique. C'est-à-dire, en fait, absolument. Mais ça, on l'explique. Comment c'est possible que ces particules réagissent entre elles de manière instantanée, alors qu'on sait physiquement qu'il n'y a pas d'instantanéité dans l'univers. Donc c'est la grande question, c'est pour ça que c'est la seconde révolution. Et donc il y avait et Einstein qui a lui-même, d'abord Einstein est à l'origine de la physique quantique, les quantas, la quantification, c'est un article de 1905 d'Einstein, mais c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel de physique et non pas pour la relativité. Bien, et Einstein lui-même a tout de suite vu qu'il y avait des états quantiques possibles et il s'est dit c'est pas possible. Donc il a eu l'idée que la théorie était incomplète et qu'il y avait ce qu'on a appelé des variables cachées, ce qu'on peut appeler des variables supplémentaires. L'idée, c'est qu'il y a un réalisme, et donc que quand les particules sont émises, elles savent déjà, mais nous on ne le sait pas, parce que c'est caché, que l'une va être plus et que l'autre est moins à ce moment-là. Un bonbon part rouge et l'autre part bleu. Je prends l'image des valises, c'est comme s'ils partaient avec des valises qui contiennent des réalités qui seront observées ensuite. Simplement, moi, observateur, je n'ai pas accès directement à ces variables-là. Et simplement, quand j'observe que la particule, que le bonbon est rouge, eh bien, effectivement, c'était déjà dans sa valise. Donc, c'était prévu au départ. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le résultat de l'intrication, comme je dis de façon un peu vulgaire, ça casse pas des briques. C'était déjà inscrit à l'émission. Donc, ça, c'est l'option, la description réaliste. Et si la description réaliste est exacte,
à ce moment-là, la physique quantique rentre dans le champ de toutes les théories physiques classiques. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Et donc, la question était de savoir, mais ce n'est pas du tout ce que dit la physique quantique. La physique quantique, dite orthodoxe, dit que les résultats, donc la couleur rouge ou bleue, ne se déterminent qu'au moment de la mesure, sur Sirius. Ça n'a pas été déterminé au moment de l'émission. Et donc, la question est de savoir si la physique quantique a raison ou pas, si le modèle est réaliste ou s'il est authentiquement quantique, et à ce moment-là, qui signifie qu'il y a comme un effet qui se propagerait à vitesse infinie. C'est une question qui ne mobilisait pas les foules. Il se trouve qu'un physicien et mathématicien du CERN, Centre européen de recherche nucléaire, John Bell, dans les années 60, a creusé cette question et il a établi un critère qu'on appelle les inégalités de Bell. Si la description est réaliste et si l'on fait des statistiques sur les mesures de plus et moins, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments sur la statistique, le nombre de fois où je trouve plus, moins, plus, etc., qui doit vérifier un certain critère. Il y a une grandeur qui doit être inférieure à 2, quoi. Et par contre, si la physique quantique a raison, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'alors, la grandeur en question peut être supérieure à 2. On peut se demander pourquoi, puisque c'est de la statistique. C'est parce que la statistique quantique n'est pas une statistique classique. Une statistique classique, c'est que quand vous avez 10% de chances de trouver A et 10% de chances de trouver autre chose, B, la probabilité de trouver A ou B, c'est 20%. Mais pas en physique classique. En physique quantique, pardon, parce qu'il y a un effet dit d'interférence. Et par cet effet d'interférence, eh bien, il se trouve que la grandeur de Bell, en physique quantique, peut être supérieure à 2. Et donc là, on a un critère pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est réaliste ou non réaliste ? Et l'expérience d'Aspect, c'était principalement ça, sa motivation. Il avait travaillé d'ailleurs avec des grands physiciens théoriciens, dont Bernard d'Espagnac, qui était dans son jury de thèse, pour justement voir ce qu'il en est expérimentalement, parce que personne n'avait réalisé cette expérience. Alors, comme je l'ai dit, il a mis beaucoup de temps, parce que c'était très, très compliqué expérimentalement, à mettre au point son affaire. Et une fois que ça a fonctionné, il a vu sous ses yeux ébahis, donc il avait un système informatique qui collectait les résultats, la grandeur de Bell dépassait systématiquement 2. C'est-à-dire que, aux petites fluctuations près, c'est-à-dire que c'est la physique quantique qui a raison. C'est-à-dire que les modèles réalistes n'ont pas de raison d'être, que les états ne se déterminent que quand je les regarde, que la bascule se fait de l'un à l'autre à des millions de kilomètres instantanément, eh bien, c'est la physique quantique algébrique qui a raison. Alors, il y a deux expressions que vous avez utilisées qui m'ont amusé en quelque sorte. Vous dites le modèle réaliste n'est pas si extraordinaire, il ne casse pas trois pattes à un canard. Mais vous avez employé un mot comme si les particules savaient quelque chose. Donc, même dans ce modèle, on s'est dit, oui, d'accord, ça ne serait pas extraordinaire, mais ça veut quand même dire que depuis l'origine, la particule sait quelque chose. Non, ce que je veux dire, c'est peut-être pas très bien dit. C'est-à-dire que les valises, elle a dans sa valise ses caractéristiques. Mais voilà. En tout état de cause, ça voudrait dire qu'elle porte une sorte de connaissance d'elle-même. Oui, on peut dire ça, mais alors ça c'est vrai aussi en physique classique. Quand vous avez des caractéristiques physiques données à un corps, c'est une forme de connaissance d'elle-même. C'est quand même très réaliste. Réaliste, c'est que les jeux sont faits dès le départ et que alors Einstein appelle ça des éléments de réalité. La particule emporte avec elle un élément de réalité, à savoir qu'elle va être rouge par exemple. Et en un mot, j'ai fait des petits sachets de bonbons, j'ai des rouges et j'ai des bleus et je les envoie. Donc voilà. là, vous dites qu'on rejoint la physique plus traditionnelle parce que, en quelque sorte, on a un certain nombre de grandeurs ou d'informations qui sont mesurables et qui sont, en quelque sorte, connues dès le début. Qui sont prédéterminées. Donc, il suffit que je la mesure pour connaître cette grandeur. Ça, c'est la vision réaliste. Voilà, exactement. Et beaucoup de gens se disaient, c'est ça, c'est sans doute ça. Alors que dans le modèle quantique, donc qui s'avère vrai suite aux expériences, notamment à l'aspect sur le plan expérimental, vous nous dites, non, ces grandeurs, il y a bien des grandeurs mesurables, mais qui sont inconnaissables avant la mesure. Oui, parce qu'elles ne se déterminent que quand je fais la mesure. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est quand même l'un des points les plus surprenants, les plus incompréhensibles de la physique quantique. Oui. C'est-à-dire que les grandeurs
mesurable ne préexiste pas et ne se dévoile. Et là, on va revenir à D'Espagna, peut-être. Ne se dévoile qu'au moment où on l'observe. Oui, absolument. C'est-à-dire que le hasard qui est associé est irréductible. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, puisque ce n'est pas prédéterminé. Et donc, il est sans cause physique. En particulier, il est sans cause physique, puisque, justement, il y a cette communication à vitesse infinie entre deux particules. Et donc, quand sur l'une des particules, je trouve rouge, ça se détermine instantanément. Or, la causalité physique fait que entre la cause et l'effet, il y a une durée générale. C'est-à-dire que l'effet suit la cause. Quand l'effet est simultané avec la cause, c'est plus véritablement une causalité. Et en tout cas, rien ne permet de... Finalement, ça revient à dire, comme s'il y avait une causalité physique, ça voudrait dire que d'une façon ou d'une autre, il y a des variables cachées. Or, l'expérience d'Aspect montre qu'il n'y a pas de variable cachée locale, c'est-à-dire déterminée au point où les particules ont été émises. Il y a des gens qui vous disent, c'est plus technique, il pourrait y avoir des variables cachées non locales. Mais si elles sont non locales, elles sont soumises aussi à des interactions à distance à vitesse infinie. Donc ça ne résout pas vraiment le problème. Parce qu'on sort à nouveau de la physique de la relativité que tout le monde admet comme étant inviolable. Alors, pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de causalité, pour faire simple, dans la physique qu'on connaît tous, newtonienne, galiléenne, électromagnétisme, etc. Optique. En gros, si je connais tous les éléments d'un système, je suis capable de prédire ce qui va se passer. Par exemple, si je jette ce stylo, je sais qu'il va tomber par terre. Alors ça, c'est la vision newtonienne pure et dure de la place. Simple. Absolument. Mais donc, je vais pouvoir décrire sa trajectoire, etc. Alors qu'en physique quantique, il y a une imprédictibilité de la chose. Parce que ce qui détermine les objets quantiques, c'est principalement ce qu'on appelle l'état quantique, en fait, les fonctions d'onde, les ondes associées. Et si je connais les ondes, je peux connaître l'ensemble des valeurs que je peux trouver, mais je ne peux pas dire quelle valeur je vais trouver lors d'une expérience. Il reste ce côté de hasard irréductible. Or, le mieux que je puisse connaître, c'est l'onde. Et l'onde, c'est déjà beaucoup plus que les particules. Les états intriqués se décrivent ce qu'on appelle un vecteur d'état ou une fonction d'onde, par une onde qui relie les deux objets. Et ça en dit beaucoup plus que la description de chaque objet prise individuellement. C'est-à-dire que le tout, finalement, est plus riche que ses parties. Et ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc, cette fonction d'onde, elle est unique pour l'état intriqué, c'est l'état, et elle-même n'a pas d'aléa, simplement c'est un être mathématique. Quand il me parle par une expérience, eh bien c'est là que l'aléa se manifeste et que le côté de hasard irréductible se manifeste. Il y a une image qui est prise assez communément sur ce hasard, disons, quantique, c'est que plus on connaît la position d'une particule, moins on connaît son vecteur, donc sa direction, sa vitesse, etc. Pour faire simple. Oui, c'est le principe d'Heisenberg. Et inversement, c'est-à-dire que plus je vais pouvoir donner de détails sur le vecteur de la particule, moins je vais pouvoir connaître sa position. Oui, en fait, tout cela, c'est le principe d'Heisenberg. Ça, c'est une prouesse assez extraordinaire de la part d'Heisenberg. Le principe, on dit plus incertitude maintenant, parce qu'incertitude, ça fait trop penser à une expérience. On dit plutôt principe d'indétermination, c'est-à-dire que même sans faire d'expérience, je ne peux pas a priori, théoriquement, déterminer la position, la vitesse, etc. En fait, tous les paradoxes, entre guillemets, quantiques sont liés à ce principe. Les effets d'interférence qui vont se manifester sur les états intriqués pour une certaine disposition des détecteurs, au fond, c'est lié à des variables dites incompatibles, comme la position et la vitesse que vous avez citées, donc c'est lié au principe d'Heisenberg. Donc ça, c'est fondamental en physique quantique. C'est vraiment le principe essentiel de la physique quantique. Donc le fait qu'on ne peut pas mesurer deux grandeurs qui sont dites incompatibles en même temps. Ça paraît curieux. Et c'est parce que, du point de vue de la théorie, les grandeurs sont liées à des objets mathématiques qu'on appelle des opérateurs, qui opèrent dans des espaces abstraits, qu'on appelle des espaces de Hilbert, et ça donne cet effet-là. Donc c'est très extraordinaire de penser qu'une théorie hyper mathématisée
donnent des effets nouveaux et qui sont observés. Alors, vous avez prononcé déjà le nom de Bernard d'Espagna. C'est un nom qui revient beaucoup dans votre, dans votre livre, notamment avec cette expression de dévoilement. De réel voilé. De réel voilé, de réel sur lequel on pourrait enlever ce voile. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot de Bernard d'Espagna et nous expliquer cette expression de réel voilé? Tout à fait. Alors, autant que faire se peut. Bernard d'Espagna, c'était un physicien théoricien très, très réputé à l'université d'Orsay, directeur du laboratoire de physique théorique d'Orsay, professeur d'université, enfin un grand physicien. C'est un des premiers qui s'est intéressé un peu à l'au-delà de la physique quantique, c'est-à-dire à son interprétation. Et il a publié un certain nombre de livres à partir des années 70. Je vous les citer de mémoire, les titres: À la recherche du réel, Le réel voilé, qui est un petit peu plus technique, Physique et philosophie, mais c'est physique quantique et philosophie, et Un atome de sagesse plus tardivement. Et puis Une incertaine réalité. C'est-à-dire que l'ensemble de son œuvre est lié à cette affaire de la réalité incertaine ou voilée. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que, comme nous venons de le dire, les réalités physiques, les observations physiques ne nous permettent pas de connaître la réalité en soi des particules. Parce que, en physique classique, on ne se pose pas trop la question, mais quand on dit qu'un objet existe, on sous-entend qu'il existe en soi, c'est-à-dire indépendamment de nous, indépendamment du sujet. Son existence n'est pas subjective, elle est objective. Quand je vois un objet sur cette table, je n'ai pas besoin de faire un gros effort d'imagination pour me dire que quand je vais quitter la pièce, il sera toujours là. Bien. Et si je mesure sa couleur, j'ai trouvé qu'elle est rouge, je veux dire, si vous arrivez, vous allez trouver que c'est rouge aussi. Or, la question en physique quantique, c'est que quand vous prenez une particule dans un état et que je mesure une caractéristique, par exemple son énergie, je trouve une valeur, mettons 1, mais il se pourrait qu'un autre observateur, un autre physicien qui ait pris la même particule dans le même état ait trouvé une autre valeur. Puisque c'est ce qu'on appelle le catalogue, il y a différentes valeurs possibles et personne ne peut prévoir, quand on fait la mesure, exactement ce qu'on va trouver. C'est-à-dire que les objets quantiques n'ont plus, les particules élémentaires n'ont plus de réalité en soi. Ils ont des réalités subjectives ou ce que Bernard d'Espagna appelle une objectivité faible. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, encore une fois, cette objectivité forte d'existence indépendamment de l'observateur. Or, la réflexion philosophique sur le monde, c'est quand même de se dire qu'il existe des éléments qui existent indépendamment des observateurs, des hommes, des physiciens, qui existent en eux-mêmes, par eux-mêmes, en soi. Et donc, la réflexion de Bernard d'Espagna et la réflexion que j'appuie également, c'est de dire il y a un autre niveau de réalité qui n'est pas le niveau de réalité de la matière tel qu'on l'observe un peu naïvement, un autre niveau de réalité qui n'est pas directement physique, parce que s'il était physique, on reviendrait à la question des variables cachées. Et donc, cet autre niveau de réalité, eh bien, c'est un travail de le découvrir. C'est pour ça qu'il a appelé son premier livre à la recherche du réel et son second, Le réel voilé. Voilé, alors l'image est belle, elle vient, alors dans l'esprit de Bernard d'Espagna, il ne le dit pas exactement, mais historiquement, elle est venue quand Louis de Broglie a fait sa thèse sur les particules, qu'on appelle les particules de matière, ou particules de Broglie, les ondes, pardon, de Broglie, qui accompagnent les particules. Le jury de Paris, en 1924, ne voulait pas lui donner sa thèse. Qu'est-ce que c'est que ces idées totalement farfelues? Et donc, le directeur de thèse Langevin l'a envoyé à Einstein, et celui-ci a répondu par un petit mot laconique: ce jeune Français a soulevé un coin du voile. Alors, cette expression est belle, c'est-à-dire que dans l'idée d'Einstein et dans l'idée de nombreux physiciens, il y a des choses qui nous échappent, et on soulève un peu le voile, et là, on observe de nouvelles entités. Et la nouvelle entité, c'était les ondes de Broglie. Et donc, ça veut dire que le réel est voilé et qu'on essaye de voir derrière le voile. Et simplement, ce que nous montre la physique quantique, c'est que finalement, derrière le voile, 100 ans plus tard, eh bien, on montre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune entité physique. Sinon, il y aurait des variables cachées. Et donc,
s'il n'y a aucune entité physique, c'est qu'il y a autre chose. Sous le voile, eh bien, c'est le vide physique en quelque sorte. Et c'est ça le réel voilé, c'est qu'il y a un réel, mais qui n'est pas dans le monde physique. Alors après, il y a une analyse qui peut conduire à tenter de dire, c'est ce que je fais, ce que peut être cette ultime réalité. Alors, on va aller voir ça. En lisant le passage dans votre livre où vous parlez de ça, en disant, mais derrière ce réel voilé, il n'y a rien, ça m'a fait penser à un roman de Vladimir Volkov, dont le titre m'échappe, où à la fin, il se rend compte qu'il cherche un grand mystère et tout est caché dans une enveloppe. Et à la fin du livre, on ouvre l'enveloppe et on se rend compte que l'enveloppe est vide. Et le grand secret, c'est une enveloppe vide. Moi, ça me fait penser à l'évangile, je crois, de Saint Jean, quand ils apprennent par les saintes femmes que le corps de Christ a disparu, il court, il entre dans le tombeau, il vit, mais en fait, il voit rien. Et il crut. Eh bien, il vit qu'il n'y avait rien, en quelque sorte. Eh bien, de la même façon, on voit qu'il n'y a rien, mais nous allons croire aussi. Alors, ça nous amène à un autre aspect quand même absolument bouleversant de cette physique quantique. Vous nous dites... Tout dépend en fait de l'observation, de l'observateur. Ça nous amène à la question de la conscience, bien évidemment, mais ça, on va y venir dans un instant, si vous voulez bien. Dans un langage philosophique, on pourrait dire qu'en quelque sorte, le monde quantique est en puissance, oui. Et que dès qu'il est observé, oui. Il est en acte donc actuel, il s'actualise. Donc la grande question quand même qui se pose, c'est s'il n'y avait jamais eu d'observateur, est-ce que le monde serait monde ? Alors ça, c'est une bonne question. Je voudrais juste revenir sur cette question philosophique parce que je le développe assez abondamment dans le livre. Moi, ça m'est venu un peu tout seul, si je puis dire. Je dis, finalement, la fonction d'onde, c'est un état potentiel et la mesure, c'est un état actualisé. Bien. Il se trouve que Heisenberg, dans son livre Physique et philosophie, développe la même idée. On retrouve la philosophie d'Aristote, le potentia et l'actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement partagé par les penseurs et par les physiciens. La question de savoir le rôle de l'observateur, c'est une question un peu compliquée, qui n'est pas totalement tranchée pour certains, mais l'observateur, c'est quand même in fine, un appareil de mesure qui est un objet macroscopique, c'est-à-dire qui n'est pas microscopique. Et donc, une particule qui va passer mettons, dans un champ magnétique, son état de spin, ce qu'on appelle, qui caractérise la particule, va être projeté sur une valeur donnée, même s'il n'y a pas de bonhomme pour regarder. Alors ça, c'est un premier élément de réponse. C'est-à-dire que l'observateur, c'est de façon élargie. C'est pas forcément une conscience. C'est pas nécessairement une conscience. Alors, après, il y a une difficulté de dire la physique, finalement, elle n'existe que parce qu'il y a des physiciens. Et parce qu'un jour ou l'autre, il y a un observateur qui regarde. Oui, c'est le fameux aphorisme, si l'arbre tombe dans la forêt, que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il y a un son ? Est-ce que c'est vraiment... Voilà. Alors, il y a cette réalité-là. Mais derrière, il y a un élément... Alors, parce que dans ces discussions, les gens disent, oui, mais l'appareil de mesure, c'est un objet quantique, qui en fait va s'intriquer avec la particule qu'il est en train de mesurer, s'intriquer parce que la particule peut donner plusieurs résultats, et du coup, l'appareil peut donner plusieurs résultats, et in fine, quand l'observateur va regarder, l'aiguille de l'appareil va indiquer un seul résultat, elle ne va pas indiquer plusieurs résultats en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, il y a eu des tentatives, ça s'appelle la décohérence, une théorie assez récente, qui ont donc des tentatives théoriques pour expliquer ça. On explique un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on revient à une statistique classique, mais on n'arrive pas à dire exactement pourquoi l'aiguille va se bloquer sur un résultat et pas sur un autre. Donc ça reste entier. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant. Est-ce que l'observateur lui-même est intriqué avec les appareils de mesure ? Est-ce que son cerveau s'intrique ? Bien. Et à ce moment-là, on revient un peu au problème précédent. Il se trouve qu'il y a un théorème que je cite, qui est étonnant, qui a été trouvé par des mathématiciens à Zurich il y a peu de temps, qui dit qu'il est impossible de considérer que l'observateur est lui-même un objet quantique. C'est-à-dire que l'observateur, il n'est pas dans le monde quantique qu'il observe, il est à l'extérieur du monde quantique qu'il observe. Donc ça donne déjà une forme d'élément de réponse. Alors, la preuve mathématique, elle est un peu compliquée, mais finalement, c'est un peu comme un raisonnement par l'absurde.
Sinon, on empilerait en quelque sorte les états quantiques, on arriverait à quelque chose d'absurde. Donc, l'observateur n'est pas dans le monde quantique. Et donc ça, c'est un élément tout à fait étonnant. Ça veut dire qu'on ne peut pas définir un état quantique de tout l'univers, a priori. Parce que dans tout l'univers, il y a déjà les bons hommes, les observateurs, et ce qui peut être leur prolongement, les appareils de mesure. Donc il y a, en quelque sorte, parce que la difficulté de la science, c'est qu'on décrit un monde dans lequel nous sommes. On n'est pas en surplomb de ce monde. Et là, on est un petit peu, ça montre un peu que ça laisse entendre que l'observateur pourrait bien être en surplomb par rapport au monde quantique. Alors ça nous amène une difficulté, parce que si donc, l'observateur est dans le système observé, mais qu'en même temps, pour pouvoir être observé, il faut qu'il y ait l'observateur, il faut que l'observateur lui-même ait pu émerger de ce système. Or, pour qu'il ait pu émerger de ce système, il faut que le système soit lui-même observé. Parce que sinon, il n'est toujours qu'en puissance et jamais en acte. On est bien d'accord. Donc, oui, il faut toujours qu'il y ait eu un observateur de ce système. Oui. Vous voyez où je vous emmène. Je vois très bien que vous rejoignez le philosophe Berkeley. Et effectivement, j'ai un chapitre sur ce sujet. Bon, est-ce que pour revenir au schéma philosophique que vous citiez, et que je cite également, le potentiel et l'actuel, l'élément de ma réflexion, mais je ne suis pas le seul, c'est de dire le potentiel, il est pensé en quelque sorte. Il y a quelqu'un qui a pensé le potentiel. Je prends une analogie que j'aime bien, qui est celle de la partition de musique. Sur une partition de musique, vous avez des notes qui sont inscrites. C'est comme finalement des équations mathématiques. C'est un potentiel de musique, parce que la musique, elle n'est actualisée que quand elle est jouée par les joueurs et quand elle est entendue par les auditeurs. Et simplement, la partition, elle n'est pas tombée comme ça dans le monde. Elle est directement pensée par le compositeur. Je cite Amadeus, que j'aime bien Mozart. Et donc, la question est de savoir, ce monde potentiel, eh bien, qui le pense ? Qui est cet Amadeus qui pense le monde ? Et donc, là, il y a deux options. Il y a l'option de l'idéalisme platonicien, qui est il y a des idées, mais qui seraient donc les états potentiels, qui flottent un petit peu toutes seules dans le monde. Et j'ai découvert ça plus tardivement, parce qu'en fait, avant d'écrire ce livre, je ne l'avais pas lu. Je ne m'étais pas intéressé. La philosophie de Berkeley, qui est un idéalisme plus raisonné, plus abouti en quelque sorte, que ça revient à votre question. Et complètement radical. Hein. Et complètement radical aussi, de dire, finalement, tout cela n'a de sens que parce qu'il y a un ultime observateur, et cet ultime observateur, c'est Dieu, et c'est sa célèbre phrase, être, c'est percevoir, et c'est être perçu. Et donc, je trouve que la thèse que je défends rejoint colle assez bien à cette philosophie de Berkeley. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque le co-prix Nobel, un des co-prix Nobel d'un aspect qui s'appelle Anton Zeilinger, qui a fait une expérience invraisemblable d'intrication quantique entre des photons, qui a écrit un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle Le bal des photons, dit dans ce livre, pose la question, mais qui est l'observateur ? Il reprend un peu ce raisonnement, il dit, mais finalement, est-ce que l'ultime observateur, ce n'est pas Dieu ? Alors, pour dire un mot sur Berkeley, donc il était évêque de Canterbury, me semble-t-il. Ouais, et il faut quand même rappeler que lui, il prêchait donc, auprès de ses ouailles en disant, mais attention, vous n'existez pas. Vous êtes une projection de mon propre esprit. Oui. Pour caricaturer. Mais... C'est un peu radical. Ça va loin. En effet. Mais à force de regarder je ne sais pas si c'est très efficace comme prêche. Non, en effet, c'est peut-être un peu particulier, mais c'était un peu anticipateur de la physique quantique de se dire n'existe que ce qu'on perçoit. Et ça, c'est quand même assez bien vu. N'existe pour nous, en quelque sorte. Pour nous, observateurs, que ce qu'on perçoit. Est-ce que ça n'existe que dans l'absolu ? Ça, c'est une autre question. Moi, ce qui me frappe toujours chez les grands philosophes, c'est qu'il y a toujours des idées, celles que je viens de citer, sur l'être et la perception qui sont très fortes. Mais souvent, ils construisent un peu des systèmes. Et il y a un moment où je trouve que le système fait un peu flop, quoi. Donc, ce que vous me citez, c'est un exemple. Alors, une question, et on revient à Despagnat. Vous disiez, vous parliez de Mozart, qui est celui qui compose ? Et en réalité, on peut se poser la question, est-ce que
la composition est créée ou est-ce qu'elle est découverte? On parle de réel voilé. Est-ce que, en fait, elle préexiste et en réalité, le génie n'est que celui qui arrive à voir ce qui préexiste, enfin, ce qui existe de toute éternité, en quelque sorte, comme vous avez évoqué Platon, comme cette idée platonicienne qui existe en haut de manière éternelle et que d'un seul coup se révèle à quelqu'un, mais en fait son génie n'est simplement de savoir percevoir ce qui l'entoure, mais qui existe déjà. Oui, en effet. Alors c'est un peu une question. Moi, je trouve. Alors, j'ai un chapitre peut-être un petit peu plus délicat sur ce qu'on appelle les mesures contextuelles en physique quantique. Il se trouve que, à cause du principe d'Heisenberg, je ne peux pas mesurer deux grandeurs incompatibles en même temps. Mais ça va plus loin que ça, parce que généralement, j'en mesure pas qu'une, j'en mesure plusieurs. Et par exemple, je mesure A et B. On appelle ça un contexte. C'est ce que fait finalement Alain Aspect dans son expérience. Mais si je mesure ensuite A, toujours le même, et B', c'est un autre contexte. Et si B et B' sont incompatibles, alors les mesures de A que je viens de faire deviennent de fait comme incompatibles. C'est-à-dire que je remets les compteurs à zéro quand je fais ma mesure. Donc, l'observateur d'un objet quantique mesure des contextes qui sont incompatibles entre eux. Et il y a un théorème de Cauchy et Specker, je les cite, vous allez voir pourquoi, qui montre qu'à ce moment-là, il n'y a pas de variable cachée prédéterminée, c'est-à-dire que les réponses au contexte ne sont pas prédéterminées. Elles arrivent que quand je fais la mesure. Bien. Et je prends l'exemple des valises pour illustrer ce théorème, c'est que sinon, il y a tellement de contextes possibles dans le monde. La vie d'un personnage, c'est un ensemble de contextes qui se sont succédés. Il faudrait que toutes les réponses soient prévues d'emblée par les systèmes physiques, et donc qu'elles emportent dans leur valise des réponses à tous les contextes possibles. Et ça, c'est strictement impossible. Je prends l'exemple des voyageurs qui prennent l'avion. Il y a des gens qui ont des énormes valises. Je me dis, bien, ils ont des valises non contextuelles, c'est-à-dire qu'ils prévoient un peu tout ce qui peut leur arriver comme déboire une fois à destination. Specker, qui est à l'origine de ce théorème, c'était un pasteur luthérien qui faisait des prêches à Zurich sur la question de l'omniscience divine et du libre arbitre. Et finalement, avec son théorème, il apporte un peu une forme de réponse en disant l'expérimentateur, donc l'homme qui n'est pas un objet quantique lui-même, a son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il décide sans aucune haute causalité de ce qu'il va mesurer, de ce qu'il va faire. Donc ça, c'est un présupposé essentiel à la physique quantique, mais on a peine à comprendre qu'il serait dit depuis l'origine de l'univers qu'aujourd'hui, je vais faire telle ou telle mesure, donc choisir tel ou tel contexte, et que l'esprit omniscient, celui qui est perçu, donc, donne les réponses au contexte. L'esprit omniscient, il peut avoir des réponses pour tous les contextes possibles. Mais finalement, ce qui va faire l'histoire du monde, c'est le choix des contextes par les acteurs du monde. Ce qui donne un grand pouvoir, en quelque sorte, à la liberté et au libre arbitre. Oui, parce qu'il y a eu pendant très longtemps, avant l'émergence de la physique quantique, une thèse, alors je ne me rappelle plus qui la soutenait, mais une théorie selon laquelle si on connaissait toute la position de tous les atomes de tout l'univers, qu'on connaissait leur position et leur vecteur, en quelque sorte, on pourrait absolument déterminer la marge de toute chose. C'est Laplace, au début du 19e, qui était un Newtonien acharné, qui avait écrit ce texte. Une idée séduisante, d'ailleurs. Idée un peu séduisante, d'un autre côté un peu gênante, parce que si je connais tout, alors je peux prévoir tout, y compris la pensée, votre pensée, ce que vous allez faire dans 3 secondes, etc. Ce qui est quand même un petit peu... Ça nie en quelque sorte la liberté. Et la physique quantique vient mettre ça par terre. Alors, il y a 2 éléments en physique quantique qui mettent ça par terre. C'est d'une part qu'il est impossible, pour nous en tout cas, de connaître exactement tous les états des particules, ne serait-ce qu'à cause du principe d'indétermination d'Heisenberg. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, la vision de Laplace, c'était une vision... finalement non contextuel, c'est-à-dire que il suffit que je prévoie tout ce qui va se passer, mais en fait il y a des contextes, donc il faudrait prévoir les réponses à tous les contextes, et comme les choix des contextes sont du fait de la liberté des expérimentateurs ou finalement du monde macroscopique, eh bien ça tombe à l'eau.
Alors, il y a deux objections, en quelque sorte, qu'on pourrait faire. Il y a une théorie qui est un peu à la mode en ce moment, c'est la théorie des multivers. C'est-à-dire en disant, en réalité, pour chaque particule, dans chaque situation, donc il y a une multitude de choix possibles, et en réalité, il y aurait autant d'univers que de choix combinés sur tous les états potentiels de toutes les particules dans toute l'histoire. Il ferait quand même un sacré paquet d'univers. Oui. Mais après tout, on a des outils très incompréhensibles, mais très pratiques, comme l'infini. Donc, après tout, s'il y a de l'infini, on peut mettre une infinité de potentiels univers. Et chacun est le résultat, à chaque fois, de l'orientation de telle ou telle particule à tel ou tel moment. Oui, alors les multivers, il y a différentes facettes des multivers. En cosmologie, il y a différents modèles. Ce que vous citez, c'est la théorie dite d'Everett, qui, effectivement, pour résoudre la question que personne ne résout de l'observateur et des résultats des mesures, dit ben, en fait, il se duplique. Dès qu'il fait une mesure, par exemple, il y a deux possibilités, l'univers se dédouble, et il y a un univers où moi, Yves Dupont, je trouve plus, mais j'ai aussi un univers où je suis encore moi, le même bonhomme, qui a trouvé moi, ce qui paraît un peu singulier. Bien. Alors, j'apporte des critiques. Bon, il y a beaucoup de critiques qui sont faites par les physiciens sur cette façon de voir et par les philosophes. J'ai lu une critique que je trouve, je crois que c'est sous la plume d'un grand penseur, un grand philosophe des sciences et physicien, Michel Bitbol, que l'esprit revient alors qu'on voulait l'éliminer. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire l'esprit de l'observateur n'intervient pas. Donc, avec ce modèle-là, voilà, j'ai plein d'observateurs et l'affaire est réglée. Sauf qu'il faut que j'admette que moi, Yves Dupont, quand j'ai trouvé plus, je ne peux pas voir et je ne peux même pas imaginer que j'ai un double qui a trouvé moins. Parce que sinon, je deviendrais un peu fou, d'autant que les expériences, elles vont se dérouler à haute cadence. Et donc, déjà, si je ne peux pas l'imaginer, c'est que l'esprit revient en quelque sorte dans la théorie. Ça, c'est un premier élément. Ensuite... cette théorie a été largement contestée et ce que propose en particulier Antoine Suarez, qui est un grand physicien, un grand penseur suisse que j'ai également beaucoup consulté, c'est que en fait ce ne sont pas les mondes qui se dupliquent, c'est la diversité, c'est tous les mondes possibles, mais le monde réel, le monde actualisé, il n'y en a qu'un à chaque fois, et ça c'est lié au théorème Cauchy-Specker aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une actualisation, même s'il y a tous les mondes possibles. Et ça fait penser à Leibniz, la métaphysique de Leibniz, tous les mondes possibles. Alors, ça nous amène à la deuxième objection, qui est un peu différente, c'est de dire, bon, certes, il y a une incertitude, voilà, mais est-ce que c'est est-ce que c'est la liberté qui va décider, ou est-ce que, en réalité, ce qu'on appelle liberté, c'est simplement une sorte de fruit du hasard, qui fait qu'à un tel moment, il y a un chemin qui est pris, mais qui est totalement hasardeux. C'est le simple fait que j'ai observé une situation à un moment donné qui me fait tomber à droite ou à gauche du chemin. Et il n'y a aucune liberté de l'observateur. Il n'y a que une sorte de... Alors, détermination n'est pas le bon mot, mais en réalité, je ne suis que le fruit du hasard, quoi. Je ne suis que le fruit de l'aléa du dé. On va revenir peut-être à cette image du dé. Oui, alors, écoutez, ça, c'est des débats un peu philosophiques permanents. Dans les expériences de l'intrication quantique, il y a un simulateur de hasard qui fait que les déterminations se font d'un jet de particules à l'autre de façon totalement aléatoire. Mais ça restitue la liberté. C'est-à-dire que on montre, et les expériences ont continué jusqu'en 2015 pour montrer qu'il n'y a pas de biais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, quand un détecteur se met dans une certaine position, l'autre bascule au hasard dans une autre position, mais sur un temps qui fait qu'il ne peut pas y avoir de corrélation physique entre les deux. C'est-à-dire que c'est comme si chacun avait décidé indépendamment de l'autre de le faire. Et effectivement, c'est ce qui a été observé. Et c'est comme ça que les inégalités de Bell sont violées et que donc ça donne raison à la physique quantique. Donc on a quand même l'idée que Alain Aspect, dans son expérience, il a synthétisé en quelque sorte une sorte de libre arbitre des appareils de mesure. Donc ça me paraît assez fort qu'il y a vraiment un libre arbitre. Alors il y a vraiment un libre arbitre. On a dit il y a potentiellement une sorte d'observateur extérieur. Oui. Et là, ça nous amène forcément à la grande question, à la question de Dieu. Oui. Alors, en effet,
Donc c'est une question qui arrive peut-être un peu tardivement dans le livre, mais il fallait que j'étaye un peu les éléments. Alors, l'idée, c'est de dire les états potentiels, ils sont mathématiques, c'est quand même ça, parce que dans le grand vide, sous le voile, c'est pas vraiment du vide, mais c'est des maths, des objets mathématiques qui n'ont pas du coup de consistance physique, et c'est pas des petits objets mathématiques simples, c'est des objets mathématiques hyper abstraits qui se développent dans des espaces de dimension infinie, qui sont des nombres complexes, etc. Et c'est ça qui fait la réalité. Ça fait plus la réalité que les objets eux-mêmes. Donc on se dit, comment donc le monde peut-il être directement lié à ces objets mathématiques? Pour bien comprendre, là, je touche cette table, elle m'a l'air dure, sensible, elle résiste. Voilà, le réel, c'est ce qui cogne. Hein, mais pourtant, plus je vais dans la microscopie, dans le petit, moins j'ai de matière. Et à la fin, j'ai plus de matière, en fait. Voilà, j'ai plus de l'information. Je fais un peu un mime avec mes élèves, comme si je dis, je marche sur le sol, auquel je ne m'enfonce pas. En fait, je marche sur des tapis de fonctions d'onde. Je conseille à tout le monde de lire une bande dessinée qui s'appelle Quantix, écrite par Nicolas Schaeffer, c'est un Suisse, qui par le dessin fait passer toutes ces idées-là de façon absolument remarquable. Et effectivement, on croit voir de la matière telle qu'on la voit. En fait, ce sont des abstractions mathématiques qui sont derrière. Ça met fin aussi au réductionnisme. C'est-à-dire que je ne peux pas réduire l'étude des objets macroscopiques qui m'entourent à leurs constituants élémentaires, parce que ceux-ci s'estompent en quelque sorte, ne sont plus que des entités mathématiques. En fait, vous renouez avec la vieille thèse anti-atomiste, en quelque sorte. C'est pas anti-atomiste, parce que les atomes existent. Alors, les atomes existent, mais s'il est plus profond dans l'atome... Mais du réductionnisme. Alors, le réductionnisme en chimie, ça fonctionne bien, mais du point de vue philosophique, je ne peux pas dire que la réalité ultime sont les particules élémentaires, parce qu'elles s'estompent, et leur réalité est davantage une abstraction. Et comment donc puis-je penser, si je suis matérialiste, que le monde matériel, in fine, ne s'appuie que sur des abstractions qui sont le produit de la pensée? Autrement dit, donc ça c'est le premier élément. Donc il y a des mathématiques derrière qui sont en quelque sorte à l'origine des éléments du monde. À partir de là, il y a deux façons de voir les choses. Soit je dis, le monde est d'origine mathématique. Alors, il y a un peu une phrase de Galilée qui dit « le monde est écrit » en langage mathématique. Il y a des physiciens qui disent, c'est les maths qui sont à l'origine du monde, qui ont une réalité en quelque sorte en soi. Moi, j'ai peine à penser que les mathématiques, même si elles ne sont pas d'origine humaine, ce que beaucoup de gens pensent maintenant, mais qu'elles témoignent finalement d'idées sous forme platonicienne, qu'elles soient directement à l'origine du monde par elles-mêmes. Donc, poussant la réflexion, avec le philosophe Frédéric Guillot, avec qui j'ai pas mal travaillé, il dit si les idées elles flottent pas toutes seules dans le vide, et il y a quelqu'un qui les pense, mais on rejoint un peu Berkeley aussi. Et le fait, parce que ce qui est ennuyeux avec les maths, c'est qu'elles sont infiniment complexes. Un infini cantorien, c'est-à-dire une infinité d'infinité, une infinité en acte, quoi. Est-ce qu'un infini en acte peut être à l'origine du monde? Est-ce qu'il y a une dynamique dans les maths qui donnerait la création et le monde? C'est difficile à penser, alors que si on se réfère... Alors, c'est sûr que là, je franchis un pas, j'essaye le plus petit possible entre la physique et le métaphysique. Ça, c'est inévitable. Moi, j'y vois la trace donc d'un esprit omniscient qui est à l'origine du monde, et avec un schéma métaphysique qui s'articule, je trouve, assez bien, que l'esprit pense. Penser, c'est envoyer de l'information, que cette information donne lieu aux états potentiels qui ensuite peuvent s'actualiser en états empiriques. Et puis, finalement, si je prends la Genèse, Dieu dit, mais Dieu dit, c'est qu'il transfère de l'information. Donc, on a ce schéma qui est très cohérent. Parce que c'est une autre version de mon propos. C'est pas à toute force de prouver à ceux qui ne croient pas qu'il faut croire, parce que d'ailleurs je vais pas y arriver, que à toute force que Dieu existe derrière le monde. Moi, je pense que je trouve des traces. Mais ça donne une cohérence, du coup, du point de vue du croyant, qui se dit, oui, après tout, j'ai bien cette cohérence avec un esprit, des états potentiels, des états actualisés, et finalement un lien entre l'esprit et le monde.
Ce qui est très étonnant dans votre livre, il y a beaucoup de choses très étonnantes, mais il y a un point qui m'a beaucoup parlé. Il y a une chose incompréhensible pour l'esprit humain, c'est l'infini. Mais, comment dire, on peut se faire une sorte de vague idée de ce que c'est que l'infiniment grand. Il suffit que je rajoute toujours quelque chose. Et ce qu'on appelle l'infini potentiel. Voilà. Donc, on peut le comprendre. Mais alors, avec votre livre, là, on va dans l'autre sens. On va vers l'infiniment petit. Et là, pour le coup, c'est une expérience de pensée qui est beaucoup moins habituelle en fait, que la pensée de l'infiniment grand. Que déjà, est-ce qu'on peut aller toujours plus petit ? Et on se rend compte, en vous suivant, en vous lisant, qu'en allant toujours plus petit, on s'échappe de plus en plus de la matière et on va de plus en plus dans l'idée pure. Comme si l'infiniment petit nous ramenait à... Oui, effectivement. Je ne le dis pas comme ça, mais ça résume à cette idée. Alors, ce qui est vrai, c'est que la suite des poupées russes, l'atome, les noyaux, les protons, les neutrons, les quarks, elle est finie, quoi. On ne peut pas, a priori, la pousser jusqu'à l'infini comme l'infiniment grand. L'infiniment grand qui est un infini, encore une fois, potentiel. C'est-à-dire que à chaque fois, je rajoute 1, puis c'est un petit peu plus grand, quoi. Bien. De fait, cette quête des particules élémentaires, qui se fait par exemple dans la théorie quantique des champs, amène à des états qui sont totalement mathématiques, comme le vide quantique. Souvent, les gens disent « Ah bah oui, parce que l'origine du monde, c'est le vide quantique ». Non, mais le vide quantique, c'est un état qui est totalement pensé. Qu'est-ce que c'est le vide quantique ? Expliquez-nous rapidement, si c'est possible. Oui, le vide quantique, c'est un état de doublement potentiel. C'est-à-dire que c'est lié à la théorie de Dirac. Dirac, c'était un physicien absolument extraordinaire qui a voulu intégrer la physique quantique avec la relativité. Et il a vu qu'à ce moment-là, il fallait qu'il considère une théorie avec une infinité de particules potentiellement. Et on a été, à la suite de ça, amené à l'idée qu'il y a un état de vide. Alors le vide, c'est-à-dire qu'il n'a aucune caractéristique physique, il n'a pas d'énergie, on trouvera zéro, il n'a pas de quantité de mouvement, de vitesse, on trouvera zéro. Mais c'est un état qui recèle potentiellement toutes les particules, qui peuvent sortir du vide en quelque sorte. Et la théorie quantique des champs, c'est ça. On a des opérateurs mathématiques, par exemple dits de création, et pouf, on le fait agir sur le vide, ça crée un électron, par exemple. Mais l'état de vide quantique, c'est l'état potentiel de ces fonctions d'onde quantiques qui peuvent sortir du vide. Donc c'est pas un état physique en soi, c'est un état totalement abstrait, totalement mathématique. Est-ce qu'il y a du temps là-dedans ? Alors ça, c'est une assez bonne question. Oui, il y a du temps, parce que les fonctions d'onde potentielles, une onde, c'est l'espace et le temps, donc il y a du temps. C'est vrai qu'en physique quantique, le temps est moins directement prégnant qu'en relativité. Parce que on superpose des états, on ne suit pas au cours du temps les particules. Ouais, c'est un petit peu pour ça. Néanmoins, les états eux-mêmes, ils dépendent du temps. Oui, il y a du temps. C'est un état relativiste. Simplement, on entend des gens dire « Ah bah, le monde, il a pour origine le vide quantique. » Moi, je veux bien qu'on dise ça, mais le vide quantique, il n'est pas physique. Donc, il a pour origine quelque chose d'abstrait, de mathématique. Et donc, moi, je défends la thèse qu'il y a derrière un esprit. Donc, de spirituel. Quoi. Voilà, de spirituel. On n'est pas dans la... Mais quand vous entendez des physiciens discuter entre eux, moi, j'en ai fait partie. Quand on fait la théorie des champs, on dit, bah voilà, j'ai un état de vide, pouf, il y a une particule qui sort, une autre qui est absorbée. On prend ça comme un ami de tous les jours, si je puis dire. On le fait parler, mais en vérité, personne n'a jamais vu son existence directe. C'est une abstraction. Oui, c'est même pas. Excusez-moi, je suis un peu dans le vertige. C'est l'avant-dernier chapitre de mon livre où finalement j'ai parlé de théorie des champs et de cette affaire de vide quantique. Je vous avais dit juste avant de commencer cette émission que j'aime bien essayer de trouver une petite citation dans les Écritures pour mes invités. Et je vous ai dit qu'en lisant votre livre, j'ai pensé à cette citation de Saint Paul donc c'est l'épître aux Éphésiens, qui m'a toujours interloqué. Et je profite de votre présence pour vous soumettre cette citation et voir quelle lumière vous pouvez lui apporter. Donc je vous lis ce bref passage. Donc Saint Paul écrit « Afin que, selon les richesses de sa gloire, il, donc le Christ, vous fortifie dans l'homme,
intérieur par son Saint-Esprit, qu'il fasse que Jésus-Christ habite par la foi dans vos cœurs et qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ce mystère. Et j'ai toujours été étonné par ce passage parce que nous connaissons 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, et là, saint Paul nous dit que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ce mystère. Il ajoute cette 4e dimension. Et j'avoue que je n'ai pas d'explication pratique ou théologique à ce... Ou alors peut-être que saint Paul ne maîtrisait pas bien l'espace tridimensionnel. Je ne pense pas. À mon avis, il y a une raison à ce qu'il écrit ça comme ça. Alors, d'abord, on pourrait dire que la 4e dimension, c'est le temps. Donc, la profondeur pourrait être dans le temps. Moi, je vois plutôt autre chose. Et le début de la citation le montre. Et finalement, la thèse que je développe aussi. In fine, la thèse que je développe, c'est que le monde de l'esprit est d'une façon ou d'une autre lié au monde de la matière. Ça ne veut pas dire que la matière est elle-même Dieu, mais qu'il y a un lien entre les deux. Et le christianisme, c'est quand même la réalité du passage de l'esprit à la matière, ne serait-ce que par l'incarnation, de la matière à l'esprit par la résurrection, sans compter tous les miracles. Donc, le Christ imprégnant l'esprit des hommes, c'est déjà ça, c'est l'esprit, parce que le Christ ressuscité, il est plus vraiment dans la matière, donc c'est quand même l'esprit qui se trouve dans le monde de l'esprit, qui habite la matière, donc les hommes, et que la profondeur, ça peut être ce lien-là, c'est-à-dire qui va très loin entre les éléments matériels et les éléments de l'esprit, avec une grande profondeur. Il y aurait tout un sujet à faire sur le corps glorieux, d'ailleurs. Sans doute. Il est à la fois... C'est un corps, oui. C'est bien de la chair, mais en même temps, il traverse les portes, il peut se téléporter. Alors moi, j'ai pas voulu faire un peu une usine à gaz, mais j'ai été un peu tenté de dire que cette façon de voir explique, entre guillemets, ou en tout cas permet de concevoir la possibilité, un certain nombre de choses étonnantes comme ça, entre effectivement des états matériels, le corps, et des états spirituels, parce qu'ils peuvent être liés. Et que la transsubstantiation, ça peut être ça. C'est-à-dire que le pain, c'est le pain, il a son état ontologique en soi, et puis par l'action de l'esprit, il devient le Christ, le corps du Christ, et ça reste néanmoins, du côté matériel, le pain. Donc c'est des possibilités ouvertes. Mais ça, je laisse tout à chacun à y réfléchir. On va laisser nos éditeurs méditer là-dessus. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. Et nous arrivons, nous, tranquillement à la fin de cette année, de cette première saison de Tocsin Science sur Tocsin Plus. Alors, je vous rappelle, chers amis auditeurs, de vous abonner, de mettre des commentaires. N'hésitez pas à nous dire, je vous le dis à chaque fois, mais je me répète, si vous souhaitez qu'on invite des gens, il est probable qu'on réponde à assez peu de messages, mais on les lit et on suit pour ce qu'on peut faire vos suggestions. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Abonnez-vous, faites des dons à Tocsin et à Tocsin Plus. Et avant de partir en vacances, peut-être pourriez-vous, cher Yves Dupont, nous donner quelques idées de lecture pour ceux qui vont à la plage ou à la montagne ou qui auront quelques temps cet été de se cultiver un peu en dehors de votre livre que je reconseille. L'empreinte de Dieu dans le monde quantique, donc d'Yves Dupont chez Guy Trédaniel. Pour rester un peu dans le domaine, parce que les livres de Bernard L'Espagna sont vraiment très intéressants. Et un atome de sagesse est sans doute le plus profond. C'est un peu le cours de ses idées, de sa vue sur le monde, compte tenu de son expérience de physicien. C'est peut-être aussi le plus abordable. C'est vraiment un très très bon livre. Je conseille le livre d'Anton Zeilinger, parce qu'il est formidable, Le bal des photons, parce qu'il explique très bien les phénomènes d'intrication, les expériences qui ont pu être faites de façon très simple et des réflexions très profondes, dont celle de Berkeley. Et puis, pour rester un peu dans ce domaine, le livre de Nicolas Gisin. Nicolas Gisin, c'est un expérimentateur suisse qui a fait des expériences d'intrication et qui a écrit un livre, L'impensable hasard. Et ça laisse beaucoup à réfléchir, je le cite beaucoup, sur l'origine de ce hasard quantique. Nicolas Gisin, il a créé une société qui fabrique des simulateurs de nombres au hasard, mais de hasard pur. C'est-à-dire que quand une valeur sort, un 9, personne ne peut prévoir celle qui va sortir après. Donc c'est une simulation parfaite. Est-ce qu'on peut prendre une minute là-dessus, parce que c'est très intéressant.
la génération du hasard. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas su faire ça, notamment dans les ordinateurs. On ne sait toujours pas. Ce qu'on fait, c'est soit qu'on leur donne des listes de hasard et l'ordinateur va piocher dedans. Oui, voilà, des algorithmes. C'est une sorte de pseudo-hasard. Mais ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard pur. Et le hasard pur, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas prévoir, après une chaîne de tirage, quel va être le suivant. Personne ne peut prévoir. Or, les simulateurs quantiques de Nicolas Gisin, eh bien, c'est lié à des mesures quantiques. Et donc, c'est lié à des possibilités de résultats, soit 0, soit 1, par exemple. Personne ne peut prévoir ce qui va advenir, donc c'est un hasard pur. Eh bien ça, c'est le hasard quantique qui est sans causalité physique. Et je fais une petite scène dans mon livre, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Madame Quantique, et ma femme l'appelle en disant « Mon mari est devenu fou, il regarde le clavier sur son compte en banque, le pavé à 10 chiffres, sur lequel il faut cliquer son code. Je pense que ces pavés, ils sont émis par des simulateurs quantiques, de sorte que personne ne peut prévoir le pavé suivant. Donc ouvrir son compte en banque, ça peut donner des déconvenus parfois, mais au moins c'est une belle expérience quantique. Quelques conseils pour ma part. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que souvent, des grands savants, on a cité par exemple Louis de Broglie, ont écrit un certain nombre de textes qui ne reposent pas sur des équations, etc., qu'on peut lire en français. Oui. C'est remarquable. Louis de Broglie, c'est remarquable, parce que c'est écrit avec un français... C'est un français admirable. Absolument. Et c'est pas compliqué. Enfin, pour des gens qui ne sont pas des scientifiques comme moi, c'est tout à fait abordable. Je pense aussi à un livre, La partie et le tout, d'Heisenberg. Alors c'est aussi ses souvenirs extraordinaires que je cite. Il a le bac, il entre à l'université de Munich, où son père était prof de grec. Et le professeur, alors il n'y avait qu'une classe, de la classe, c'était Arnold Sommerfeld, qui est devenu très connu, leur dit « Nous allons construire la nouvelle physique ». Il a donné la physique quantique. Il y avait dans la classe Heisenberg, prix Nobel 1931, quelque chose comme ça, et Wolfgang Pauli, prix Nobel un petit peu après la guerre, je crois. Donc, la même classe, deux prix Nobel. Bon, il raconte ça. Il raconte aussi que c'était la crise économique en Allemagne, on lui vole ses vêtements, il n'a plus d'argent. Là, il ne se met pas en grève, il devient bûcheron dans un parc de Munich, alors que quelques années après, il sera prix Nobel pour gagner de l'argent. Et puis, il raconte ses promenades. Il raconte ses promenades. Il montre aussi que la recherche en physique, trouver des choses nouvelles, ce n'est pas uniquement l'aboutissement d'une technicité mathématique comme un virtuose au piano, et n'est pas forcément Mozart. Il y a autre chose. Donc, il y a une réflexion philosophique, il y a une espèce d'adéquation spirituelle au monde qui font qu'on trouve que des choses nouvelles, ce qu'a fait Heisenberg. Et vraiment, j'insiste sur ce point parce que la plupart des gens, en fait, ont un peu peur de ce domaine scientifique. Ils disent non, mais moi, j'y connais rien. Les équations, j'étais mauvais en maths, j'étais mauvais en sciences. Non, n'hésitez pas. Il y a des grands esprits comme ça qui ont su écrire de manière assez simple. Oui. Donc, faut pas hésiter. Si vous savez lire, après tout, la plupart d'entre nous, on sait. Oui. Allez-y, c'est vraiment accessible. C'est des gens qui nous racontent leur histoire. Et n'ayez pas peur, lancez-vous dans ce genre de lecture. Et Louis de Broglie, c'est un petit livre alors, dont le titre m'échappe, mais c'est en un mot sur la physique ondulatoire, sauf que les particules, les corpuscules et les ondes, il n'en parle qu'avec des mots dans un français absolument remarquable. Eh bien, merci beaucoup Yves Dupont d'avoir accepté notre invitation. À bientôt, j'espère. Et je vous souhaite un très bon été, une bonne retraite. Eh bien, merci beaucoup, merci de m'avoir invité et j'espère aussi à bientôt. À très bientôt, chers amis auditeurs.